Bonjour, donc ici je vais voir une nouvelle vidéo. Euh, Comme pour ne pas changer, je ne fais que des vidéos, donc en fait, nouvelle vidéo, ouais, bon. Ici, le sujet va concerner l'interprétation de la dérivée. L'interprétation de la dérivée, je dis bien, hein, je m'exprime bien pour que vous ayez en tête le sujet exact, pour éviter que je veux dire, vous divergez dans ce que je veux donner comme explication. Donc, je vais donner des explications sur l'interprétation, enfin, des exemples d'interprétation de la dérivée et d'utilisation dans différents domaines de la science. Bon, ce n'est que ça. Cette vidéo sera très courte et il n'y aura que ça. Donc, mais les meilleures vidéos sont les plus courtes, hein, parce que pour le téléchargement sur YouTube, bon, quand elles sont longues, ça m'agace un petit peu. Voilà. Donc ici, tout d'abord, l'utilisation donc de la dérivée dans différents types de sciences. Les sciences, vous savez ce que c'est, hein. Les sciences, c'est le domaine, euh, c'est un domaine pragmatique, un domaine intellectuel dans lequel, je veux dire, des acteurs scientifiques ont élaboré des lois scientifiques de manière, enfin, qui l'ont conçu ils ont conçu des lois au travers d'observations et d'expérimentations. Euh, euh, et donc, les sciences, c'est le bagage intellectuel qui fournit donc le savoir qui a été, je veux dire, euh, observé, vérifié, et d'autres qui sont des hypothèses aussi scientifiques, hein. Je veux dire, on peut avoir des hypothèses scientifiques qui ne sont pas encore vérifiables, qui peuvent l'être à l'avenir ou qui peuvent être, je veux dire, démontées ou des hypothèses qui peuvent être démontées, hein, par d'autres scientifiques ou retravaillées pour améliorer euh, la loi ou la règle scientifique. Voilà. Donc, mais les sciences, quand j'entends des, des faits observables ou des faits expérimentaux, c'est pas forcément, n'allez pas croire que c'est fatalement la physique ou, ou de la chimie, ou, etc. Non, on peut avoir différents types de sciences, les sciences appliquées, les sciences naturelles, les sciences humaines, c'est toutes des connaissances aussi intellectuelles qui sont, pour ainsi dire, regroupées pour former des observations, des vues, des lois, des tendances, etc. Bon, voilà. Le point de vue scientifique, c'est ça. C'est pas forcément le point de vue, je veux dire, de la science, de la physique. Voilà. Donc, en fait, là, les sciences, c'est un art. C'est un art euh, avec tout son bagage technique et de connaissances techniques et de connaissances mathématiques. Voilà. Et des relations qui sont euh, qui, in- qui incombe je veux dire, aux grandeurs observées. Aux grandeurs observées. Bon, donc ici, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, on va regarder, si je prends une fonction, la variable indépendante, voilà, qu'est-ce que c'est que la variable indépendante? On dit qu'une variable est indépendante, bon, quand elle ne dépend pas de quoi que ce soit. Par contre, une variable dépendante, elle est dépendante d'une variable indépendante. Une variable dépendante est dépendante d'une variable indépendante. Donc ici, elle est indépendante et là, elle est dépendante. Elle est dépendante de x. En fait, c'est quand on a une fonction. Dans une fonction, on a une relation, hein, entre une variable indépendante et une variable dépendante. Mais attention qu'ici, on a une fonction à une variable. Bon, une fonction, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'ici, c'est qu'une fonction, mais c'est une relation spécifique, hein. C'est une relation spécifique que j'ai pas envie. Le but d'ici n'est pas de voir les fonctions, mais sachez qu'on appelle x la variable indépendante et y la variable dépendante, et que y est fonction d'x. Maintenant, on peut avoir des fonctions à plusieurs variables. Z est une fonction de xy. Voilà. U est une fonction de x, y et z, etc., etc. Voilà.
Donc la variable indépendante, dans ce cas-ci, je joue qu'avec une seule variable dépendante, y, donc est fonction de x. Bon, donc la variable indépendante, en science, il y a des autres noms, hein, variables contrôlées, non contrôlées, voilà, bon. Voilà. Donc ici, et on va voir la dérivée, l'application de la dérivée au niveau de certaines fonctions scientifiques. Bon, par exemple, si je prends le cas de la physique, si je prends un espace parcouru par un mobile, hein, j'appelle E, la variable indépendante, vous aurez compris que c'est le temps. Voilà. Et donc, si je dérive l'espace par rapport au temps, l'espace, je vais l'appeler x. Hein. Bon, x, l'espace est une fonction du temps. Et la variable indépendante, c'est le temps. Donc, l'espace, ici c'est l'espace, est une fonction du temps. Si l'on dérive l'espace par rapport au temps, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de l'espace par rapport au temps. En d'autres termes, c'est le taux de variation instantané. Voilà, c'est le taux de variation instantanée de l'espace par rapport au temps. Bon, maintenant, si je prends toujours dans le cas de la physique, et on l'a vu ça, on avait un petit peu, on a vu de la physique, qui regroupait, dans la physique, on avait la mécanique et la mécanique cinématique. Donc ceci, l'étude des mouvements par rapport au temps, l'étude du mouvement d'un mobile par rapport au temps, fait l'objet du domaine de la cinématique. Voilà. Je vais prendre un autre exemple de cinématique. On va prendre la fonction, c'est la vitesse. Vitesse en fonction du temps. Ici, la variable indépendante, vous l'aurez compris que c'est le temps. Et donc, on a l'accélération qui est une dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Ça, c'est déjà deux grandeurs de cinématique que l'on retrouve en cinématique, qui sont des dérivés. Hein, et le but justement de cette vidéo, c'est de donner quelques utilisations de la dérivée dans différents domaines de la science. Et ici, j'ai pris deux domaines de la cinématique. Et on voit bien que la vitesse, c'est la variation instantanée de l'espace par rapport au temps, alors que l'accélération, c'est la variation instantanée de la vitesse par rapport au temps. Donc, il y a une notion de taux de variation instantanée dans la notion de dérivée. Bon, maintenant, on va prendre, si je prends, on va prendre un autre domaine. Hein. Je prends un autre domaine, la chaleur électrique. Bon, chaleur électrique, dans quel domaine scientifique on se trouve? Ben, ça dépend. Ça dépend. On peut employer, étudier les phénomènes de chaleur électrique en thermodynamique. Hein. On peut étudier la chaleur électrique en physique. La chaleur électrique en électricité. Hein. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de domaines. Bien sûr, physique, une des branches de la physique, il y a la mécanique, il y a l'électricité. Bien sûr, il y a plusieurs domaines dans la physique. Hein. Hein. Donc, quand je dis domaine d'électricité, c'est pas l'électricité du bâtiment, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'électricité avec les lois physiques d'électricité que l'on retrouve, retrouve en électricité. Les lois physiques de l'électricité que l'on retrouve dans la branche de l'électricité, qui n'a rien à voir avec la branche de l'électricité bâtiment ou de l'électricité étude des moteurs, rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir, parce que l'électricité se subdivise en pas mal de domaines. Hein. Donc la chaleur électrique, si je prends la chaleur électrique, qu'on va appeler généralement, hein, la chaleur électrique Q est égale à mc delta T, la chaleur c'est Q. Bon, ici c'est comme une petite quantité de chaleur, je vais appeler Q. En fonction, ici, en fonction du temps, toujours la variable indépendante en fonction du temps.
fatalement, dans un circuit électrique, plus le temps passe, et plus si on a un courant dans un circuit électrique, plus le temps passe, et euh, plus on a une chaleur, hein, la chaleur dissipée. Voilà. Et donc, ici, le courant est la dérivée de la chaleur par rapport au temps. Voilà. Donc, le courant, I, d'ailleurs, il y a une formule qui est égale, si tout est maintenu constant, Q est égal à I fois T. Donc, le courant I est égal à Q sur T. Q sur T. Quantité d'électricité divisée par le temps est égal au courant parcouru, dans le circuit. Donc ici, le courant peut être aussi une variation instantanée de quantité de chaleur électrique par rapport donc, au temps. Donc ici, on est bien dans un domaine, ça c'est la quantité de chaleur, et dans ce cas-ci, dû à un effet électrique, donc chaleur électrique. Voilà. Donc ici, j'ai pris deux exemples de mécanique. Un exemple de, on va dire, soit de thermo ou d'électricité, mais je préfère placer le I dans les notions d'électricité, de physique d'électricité. Voilà. Alors, toujours en physique, si je prends une énergie, l'énergie est fonction, je viens de le dire, hein, comme la chaleur est une forme d'énergie, l'énergie en général en mécanique est fonction du temps. Hein. Voilà. Donc, toujours la grandeur, vous voyez que la grandeur temps, elle vient assez souvent. Hein. La grandeur temporelle est une notion, hein, voilà. Ici, on est dans un espace-temps, avec un mobile animé d'une vitesse, en fonction, donc un espace, hein, un espace qui est mobile, hein, par rapport à un objet un objet mobile dans un espace parcouru par le mobile en fonction du temps. Donc ici, on est dans un espace-temps. Mais attention qu'ici, on est en électricité, il n'y a pas de notion d'espace-temps. On est dans, on va dire, dans un... Il y a bien sûr un espace-temps, mais l'espace n'est pas pris en compte ici pour définir, on va dire, le courant électrique. Contrairement en cinématique. On a besoin de l'espace-temps. Donc, qui est une entité à 4 dimensions, x, y, z, et le temps qui est la quatrième dimension. Alors qu'ici, bon, on ne parle pas d'espace ni de temps. Enfin, on ne parle pas d'espace, on parle de temps, oui, mais on parle de courant. Voilà. Ça prouve bien qu'on est bien en électricité ici en cinématique. Mais ici, l'énergie en fonction du temps. Mais si je fais la dérivée de l'énergie par rapport au temps, hein, on retrouve ça aussi bien en électricité qu'en mécanique, hein, soit une dissipation d'énergie mécanique ou une dissipation d'énergie électrique, eh bien c'est ce qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Alors, on va sortir un petit peu du domaine scientifique, pardon, parce que le domaine scientifique, je m'excuse, du domaine, on va dire, de l'électricité, de la mécanique, de la physique. Parce que je vais prendre par exemple un autre exemple, le capital. Hein. Je prends la fonction capital qui est dépendant, bien sûr, vous l'aurez compris, encore une fois, du temps. Donc la variable indépendante, c'est le temps. Donc le capital est fonction du temps. Donc, que va mesurer la dérivée du capital par rapport au temps? Soit
La dérivée du capital par rapport au temps va me donner une variable que je vais appeler, je peux appeler C ou E. Je vais l'appeler E. E pour enrichissement. Enrichissement. Si on a une variation de capital par rapport au temps qui est positive, hein, et si elle est négative, ben, on a un appauvrissement. Donc, que signifie... Bon, donc ici, j'ai pris un exemple économique. Et attention que je repars sur les bases que j'ai expliquées tout à l'heure. L'économie sont des sciences. Donc on a les sciences économiques, c'est du savoir. C'est du savoir basé sur de l'observation des tendances et des paramètres. Donc l'économie est une science. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. L'application de la dérivée appliquée aux sciences et là appliquée aux sciences économiques. Et donc le capital ici, c'est l'enrichissement, c'est égal à l'enrichissement. Enfin, la dérivée par rapport au capital, par rapport au temps, mesure soit l'enrichissement si la variation est positive, négative appauvrissement, et si c'est égal à 0, on n'a ni un appauvrissement, ni un enrichissement, on est sous forme d'une stagnation, on n'a rien gagné, rien perdu. Donc, qu'est-ce que c'est que s'enrichir? Mais s'enrichir, c'est devenir capitaliste. Capitaliste, c'est augmenter son capital. Voilà. Comment augmenter son capital? Ben, en jouant, j'ai bien dit en jouant avec des actions, hein, des obligations, etc., dans les bourses ou au travers de banques. Hein, voilà. Mais comme j'ai dit que c'est un jeu, on peut aussi bien augmenter son capital ou le perdre. On peut perdre son capital, parce qu'en fait, ce sont des jeux, hein, de variations qui se passent et donc on peut perdre, hein, ces capitaux de mise en place au départ, puisque ce sont des jeux d'augmentation, de diminution. Bon, maintenant, il y a les investissements. Les investissements productifs, hein, investissements productifs. S'il est productif, ben, au bout d'un certain nombre d'années, le capital va augmenter s'il est productif. Et si, je veux dire, réalise ses objectifs, qui sont un accroissement de capital. Voilà. Par contre, on peut avoir des investissements qui peuvent être non productifs et amener, à, je veux dire, un appauvrissement de la société. Voilà. Donc, en fait, l'investissement, le capital, augmenter son capital, c'est ouvrir une société, ouvrir un magasin, hein, et essayer de faire en sorte que le capital va s'accroître. Mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a toujours des sociétés qui font faillite, des sociétés qui n'ont pas de clients, des sociétés qui sont mal gérées, des sociétés où je veux dire, des personnes volent de l'argent, hein, des sociétés où il y a eu plusieurs incendies, et après, bon, au bout du premier, ils ont été assurés, le second assuré, le troisième incendie, et puis ils sont plus assurés, et puis c'est fini, bon, la société peut fermer. Voilà, s'ils perdent tout, c'est ça, on peut tout perdre avec un commerce, hein, avec un comment on peut ouvrir un commerce. Le but d'ouvrir un commerce, ben, c'est de faire fructifier, je veux dire, euh, l'argent, et donc de ramener du capital. Hein. Donc de se payer, et essayer d'avoir un bon salaire, mais de payer toutes ses charges. Voilà. Voilà. Mais généralement, ouvrir une société ne signifie pas forcément, hein, je veux dire, avoir un enrichissement, on peut avoir un appauvrissement. Notamment avec les phénomènes de mode. Bon, si on a un phénomène de mode, qu'on vend un produit au niveau d'un phénomène de mode, fatalement, on va s'enrichir, par exemple. Voilà. Maintenant, si ce n'est plus la mode, on a un creux, hein, que la mode n'a plus tendance à se relancer, ben, on est dans un phénomène de creux, et donc là, on peut perdre je veux dire, son capital, et donc il faut changer, je veux dire, de produit pour relancer la mode. Voilà. Maintenant, comment pérenniser un produit? Bon, ça c'est difficile, hein, pérenniser pour un produit qui, hein, que je veux dire, ça, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent à pérenniser des produits, hein, par exemple dans la haute technologie, mais là, bon, ils suivent des phénomènes de mode qui font qu'il y a toujours une évolution, et ils ramènent toujours un pseudo-type de phénomène de mode, bon, avec toujours une nouvelle technologie qui,
je veux dire, avec plus de mémoire, plus de disque dur, plus des applications en plus, hein, je veux dire, hein, la webcam, la webcam, la vidéo, le son, etc., etc. Enfin, euh, la possibilité de faire plus de temps de film dans une vie, dans plus, plus de possibilités, de capacité de mémorisation, je veux dire, de films, de transfert de films, etc. Bon, voilà. Donc en fait, l'enrichissement peut venir, je veux dire, de la haute technologie qui évolue et les gens s'adaptent à la nouvelle évolution et donc achètent de nouveau et donc fatalement la nouvelle technologie fonctionne. Donc ça s'enrichit. Donc ils peuvent pérenniser, je veux dire, ces nouvelles ils peuvent pérenniser cet enrichissement, je veux dire, de capital au travers, je veux dire, d'un savoir-faire que, je veux dire, qui évolue, qui évolue. Et le but de la vie, justement, c'est l'évolution. L'évolution. L'évolution, c'est le but de la vie. Bon, une personne est petite, elle grandit, hein, elle s'accroît, et puis après, euh, qu'est-ce qui se passe? On est comme un produit, hein. On grandit, hein, on est jeune, et puis après, on est homme, et puis après, on commence au stade de la vieillesse, et puis après, bon, on tombe en... Voilà, jusqu'au moment où on est mort. On tombe dans voilà, on est comme un produit. Au départ, le produit, il est tout neuf, puis après, hein, il atteint son stade de maturité, puis après, il va décroître. Et donc, l'évolution, c'est un petit peu ça, hein, l'évolution, bon, on retrouve beaucoup ça, hein. Je veux dire, on va dire un accroissement, une évolution vers un stade mature, et puis après, un dépérissement, une décroissance. Et on retrouve ça dans beaucoup de sociétés, dans pas mal de choses. Voilà, donc ici, il faut suivre l'évolution pour avoir un enrichissement. Voilà. Pour essayer d'avoir une tendance à l'enrichissement, et le but c'est pas de s'appauvrir, le but c'est de s'enrichir. Bon voilà, j'ai pris un exemple par rapport au capital qui est, je veux dire, le domaine des, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'économie. Je prends un exemple euh, au niveau mathématique. Les distrits qui sont des sciences aussi exactes, distribution, la distribution, comment est-ce qu'on appelle ça, d'effectifs cumulés. Voilà, en fonction des effectifs. Voilà. Et ici, si on fait la dérivée des effectifs, hein, que je vais appeler n, par rapport à la distribution des effectifs cumulés, dn, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une densité de fréquence. Densité de fréquence. Donc, n étant l'effectif, l'effectif sur la distribution d'effectifs cumulés. Donc dn sur dn est une densité de fréquence. Voilà, et ça c'est un exemple dans le monde des mathématiques. Bon, maintenant, au niveau sociétal, ou social, sociétal vient du mot anglais, hein. Voilà, on dit plutôt société. Au niveau de la société, on va dire, bon, de son dérivatif anglais sociétal, si je prends une taille de population, voilà, je prends une taille de population en fonction du temps. Voilà. Donc, si je fais la dérivée de la taille, si j'appelle n la taille de population et t le temps, dn, bien sûr, n est fonction de temps, hein, vous l'aurez compris, hein, je ne vais pas à chaque fois répéter, c'est une fonction. Hein. Comme la densité, comme les effectifs cumulés est une fonction du temps. De l'effectif, pardon. Les effectifs cumulés sont en fonction des effectifs, et le capital est fonction du temps, vous l'aurez compris. Donc ici, la taille de la population, n de t en fonction du temps. Si je fais des n de t
sur dt, eh bien, là, on a quoi? On va dire, on a, je vais appeler t, hein. C'est des variables que j'appelle moi-même, hein. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, je veux dire, en général, dans les cours sur les études de population, hein. Mais dn sur dt mesure quoi? Soit le taux de natalité ou le taux de mortalité. Alors, c'est la population, c'est la variation de population, le taux de variation instantané de la population n de t croît en fonction du temps, ben, on a affaire à un taux de natalité important. Maintenant, si la variation de la, de la taille de la population n de t en fonction du temps décroît, ça veut dire qu'on a un taux de mortalité important. Voilà, on a un taux de mortalité important. Voilà, donc ça c'est un exemple pour le dérivé dans le cadre des sciences, on va dire, je ne vais pas appeler ça des sciences humaines, mais des sciences qui étudient, je veux dire, les populations en général. Voilà. Bon, alors, maintenant on va prendre l'exemple de la ferme, des fermiers et leur bétail. Donc on a les poids, le poids animal qui dépend en fait, encore une fois, du temps. Donc le poids animal, je vais l'appeler P de T. Voilà. Alors le poids animal, dP de T sur dt, va mesurer soit l'engraissement ou l'amaigrissement. Donc vous voyez que la dérivée ici va mesurer soit l'engraissement ou l'amaigrissement. Amaigrissement. Voilà, donc en fait, si le poids de la taille de l'animal, la variation instantanée, le taux de variation instantanée du poids animal en fonction du temps augmente, c'est qu'on a un engraissement. Maintenant, si la variation du poids instantané du poids animal diminue en fonction, hein, quand le temps augmente, qu'est-ce qu'on a? On a un amaigrissement. Voilà. Donc c'est un autre exemple pris par exemple dans l'étude des animaux, c'est-à-dire au niveau agricole, donc les sciences, au niveau des sciences des élevages agricoles. Voilà, vous voyez que c'est toutes des sciences. Donc j'ai parlé des sciences économiques, sciences des populations, sciences humaines, sciences d'élevage agricole. Voilà. Bon, maintenant je vais revenir un petit peu, je veux dire en, comment est-ce qu'on appelle ça, en physique, mais une spécificité des cours de physique, c'est ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Dans la mécanique des fluides, hein, la mécanique des fluides, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la mécanique des gaz et des liquides en général, hein, et de leur circulation, dans les systèmes, je veux dire, qui leur sont appropriés. C'est des systèmes, je veux dire, hein, tout ce qui est tuyauterie, vannes, compresseurs, je veux dire, et l'étude des écoulements, des études des écoulements de ces fluides qui sont les gaz et les, et les liquides. Voilà, l'écoulement. Avec bien sûr les systèmes de, comment est-ce qu'on appelle ça, les systèmes qui vont fournir l'énergie, les systèmes de circulation, avec toutes les protections, et voilà, hein, les systèmes anti-retour, et tralali, tralala, hein, les vannes, toutes les vannes qui se trouvent dans le circuit, les vannes bypass, etc., etc. Il y a tous des équipements spécifiques dans les circuits, on va dire, de mécanique des fluides. Et en finalité, on a des charges. Des charges, je veux dire, qui vont servir à un but bien précis. Un but bien précis.
Parce que les charges peuvent être multiples. Voilà. Donc on alimente. En fait, c'est juste une alimentation avec un circuit et une charge. C'est juste ça. Et la charge peut être multiple. Par exemple, la charge, si je prends la mécanique des fluides concernant l'air comprimé, la charge, elle peut être ouvrir une porte, par exemple. Par exemple, voilà. Enfin, il y a une multitude de types de charges possibles et imaginables concernant la mécanique des fluides, aussi bien que ce soit les gaz. hein, Par exemple, un avion à réaction avec un moteur à turboréacteur, c'est de la mécanique des fluides. Voilà, donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est si je prends le cas de la mécanique des fluides avec une tuyauterie, hein, peu importe le diamètre, on s'en fout, peu importe le type de matériau qu'il s'agit, peu importe, on s'en fout, va circuler, je veux dire, on aura à un instant donné un volume. Voilà, un volume. Si je découpe un morceau de volume à un instant T, donc le volume du fluide qui est fonction du temps, V de t, la fonction c'est V de t, la variable indépendante c'est le temps, et si je fais la dérivée du volume par rapport au temps, on obtient ce qu'on appelle un débit. Attention qu'un débit en mécanique d'un fluide c'est Q. Un débit, ça c'est un débit. À ne pas confondre le Q de la thermodynamique où là c'est une chaleur. Voilà. Vous voyez que quand on change de domaine, ben, on peut appeler par des variables qui sont, je veux dire, parce qu'en fait, ici on est dans le domaine de la thermodynamique, ici on est dans le domaine de la mécanique des fluides. Donc on peut mal de ces deux domaines séparés, on peut mal de, je veux dire, de confondre les variables Q. Le Q en mécanique des fluides, c'est la variation, alors que le Q en électricité, c'est un courant fois le temps. Donc ça, c'est une quantité de chaleur, je veux dire électrique, en électricité, Q est égal à I fois T. Attendez, ici, je crois que je me suis trompé. Je vais revenir sur le Q est égal à I fois T. Attention, peut-être que j'ai fait une petite erreur. Q est égal à I fois T, ce sont des ampères-heures. C'est une capacité électrique, je m'excuse. C'est une capacité électrique. Ouais, je m'excuse. Puisque la quantité de chaleur électrique, que je vais appeler QC ou QCH, quantité de chaleur électrique est égale à RI carré T. RI carré T. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. RI carré T. Donc si je j'écris quantité de chaleur égale RI carré T. Donc ça c'est la quantité de chaleur aux bornes d'une résistance ou un courant qui passe. Voilà. Non, ici on peut dire que le courant peut être défini non pas comme je l'ai dit tout à l'heure dQ. C'est pas dQ sur dt où on a QCH. Non, c'est pas bon. Mais c'est I est égal à quoi? dQ sur dt. Où Q est la, euh, la capacité, on va dire, emmagasiner de l'énergie électrique. Donc c'est ce qu'on appelle la charge, quantité de charge électrique. Donc je peux corriger ici. Parce que la quantité de chaleur électrique, on va dire ici, c'est la quantité de quantité de capacité. En fait, c'est la capacité électrique ici, en fait. Q. C'est la charge électrique, la capacité de charge électrique.
Ouais, voilà, je m'excuse. Donc, ça, c'est le Q. dQ sur dt, c'est la capacité de charge électrique. I est égal à dQ sur dt. Où Q est la capacité de charge électrique. Donc, elle s'exprime soit en ampères-heure. Hein. Par exemple, ici, si j'ai une batterie de si j'ai une batterie de 5 ampères heure, ça veut dire qu'en une heure, euh, en une heure, si je consomme 5 ampères, ben, au bout d'une heure, si je consomme 5 ampères, au bout d'une heure, au bout d'une heure, elle sera déchargée. Voilà. Si j'utilise 2,5 ampères heure, ben, il faudra 2 heures pour la décharger. Si j'utilise 1 ampère, il faudra 5 heures pour la décharger, parce qu'elle a une capacité de 5 ampères heure. Voilà. Ça veut dire qu'elle peut donner 5 ampères en une heure. Et donc en 2 heures, elle peut donner en 2 heures. En 2 heures, elle peut tenir 2 heures sous un courant de 2,5 ampères. Voilà. Donc ça, c'est la capacité de charge électrique. Mais on peut l'exprimer dans une autre unité qui est le coulomb, coulomb par seconde. Voilà, des coulomb par seconde. Voilà. Donc je m'excuse ici, je me suis trompé. Le Q, c'était la quantité, la capacité de charge électrique. Hein. Capacité de charge électrique. Alors, en fait, c'est ce qu'elle est capable de fournir pendant un délai bien précis. Voilà. Donc ici, vous voyez que ici, le Q, en fonction des domaines, si je suis en électricité, le Q c'est R carré T, c'est une quantité de chaleur, mais Q est égal à I fois T en électricité, c'est une quantité de charges électriques qui peuvent être, je veux dire, absorbées par un système pendant un temps T. Bon, mais alors le Q en thermodynamique, c'est Q est égal à MC delta T. Donc, à la rigueur, ça peut être ce Q-ci, hein, quantité de chaleur. Ici, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce Q-là. Qui est là, vous voyez, attention aux variables utilisées. Et en fonction du domaine. Parce que si je suis en mécanique des fluides, le Q, c'est, on vient de le voir, une variation de volume par unité de temps, c'est ce qu'on appelle un débit. Là, c'est un débit. Voilà, donc c'est un débit. Voilà. Donc ici, la variation de volume par rapport au temps, c'est un débit volumique, bien sûr, parce qu'il existe le débit massique. Donc attention aux variables utilisées, c'est vrai que bon, bon. Donc ici, le débit volumique, c'est une dérivée, c'est un taux instantané. On peut définir le débit volumique comme un taux instantané de volume, hein, passant comment on appelle ça, dans une tuyauterie euh, pendant un certain temps. Bon, maintenant, si tout était constant, Q est égal à V sur T. Donc, si j'ai 1 litre en une seconde, hein, j'ai un débit de 1 litre par seconde. Donc le débit est fonction du temps. Hein. Voilà. Le débit est fonction du temps et il vaut dV sur dt. Et si tout est constant, on a V sur T. Donc 1 litre par seconde,
c'est un débit. 1 m3 par minute, c'est un débit. 1 m3 par heure, c'est un débit. Voilà, c'est ça un débit. Donc le débit peut être défini comme une dérivée aussi. Voilà. Donc vous voyez qu'ici j'ai utilisé le domaine de la mécanique des fluides. Donc la dérivée se retrouve dans pas mal de... Enfin, dans tous les mondes. J'ai bien dit des mondes parce que j'ai défini ce que c'était que les sciences au départ. Donc dans les mondes scientifiques. Donc on a vu on le retrouve dans les sciences des populations, dans les sciences physiques, dans les sciences mécaniques, sciences cinématiques, sciences électriques, sciences de thermodynamique. Je ne sais pas si j'ai pris un exemple de thermodynamique, mais je vais faire des exemples de thermodynamique, mais dans les sciences de taille de population, dans les sciences des sciences humaines, dans les sciences des mathématiques, dans les sciences, hein, je veux dire, bon, je prends des exemples de thermodynamique. Bon, je ne sais pas si avec ça, bon, par exemple, si je prends la capacité thermique massique, qu'on appelle vulgairement la chaleur massique, ou je sais pas, chaleur spécifique, elle reflète comme son nom l'indique, la capacité d'un matériau à accumuler de l'énergie sous forme de chaleur, donc sous forme thermique, pour bien sûr une masse donnée, quand sa température augmente. Et en fait, on peut dire qu'on a la chaleur massique à volume constant est égale à 1 sur m. La variation, c'est une dérivée partielle parce que vous comprendrez que si on est en thermodynamique et qu'il y a des variables de pression, volume, température, et voilà, de concentration, de ci, de là, qui font que hein, c'est multivariable. Si c'est du multivariable. Donc si c'est du multivariable, je suis obligé de considérer, hein, je veux dire, comment on appelle ça? Des dérivés partiels, donc faire des dérivés partiels. Ici, je dérive l'énergie interne par rapport à la température, bien sûr. Comme c'est le CV, c'est la capacité thermique massique à volume constant, pour un volume donné, bien sûr. Hein, pour un volume donné. C'est la variation de l'énergie interne par rapport à la variation de température. Mais il existe aussi la même chose pour ce qu'on appelle, ça c'est un volume constant. Le CP à pression constante, c'est la même définition, si ce n'est qu'à la place de prendre l'énergie interne, on va prendre l'enthalpie par rapport à l'enthalpie est dérivée par rapport à la température et de maintenir, bien sûr, la pression constante. Voilà. Donc ça, c'est des cas de thermodynamique. Pour ainsi dire. Je peux prendre des autres exemples hein, bon, donc de calcul de dérivés dans les sciences. Hein. Je peux multiplier comme ça les exemples. Hein. Il y en a des milliers. Des milliers de calculs de dérivés dans les domaines scientifiques, quels qu'ils soient. Puisque je définis les sciences au départ en définissant qu'il y avait pas mal de domaines scientifiques et que elles n'étaient pas forcément l'apanage que de la physique ou, ou de la mécanique ou de l'électricité, mais étaient l'apanage d'une multitude de branches. Et donc, et dans ces branches, on pouvait retrouver, je veux dire, les notions les notions de dérivés dans ces différentes sciences. Bon, alors maintenant, je prends un autre exemple, toujours en thermodynamique. Je prends le coefficient de dilatation qui mesure l'augmentation, et ça, vous le savez, relative du volume, toujours d'un système, parce qu'on parle de, bon, hein, en thermodynamique, en physique, en mécanique, etc., on parle toujours de système. Même parfois en électricité, on parle de système. Un système, ça regroupe, je veux dire, tout un ensemble, je veux dire, c'est un système, je dis, ça encercle, ça englobe euh, un ensemble d'objets. Un ensemble, on va dire ça comme ça, un ensemble d'objets. Il y a pas mal d'objets dans ce système. Il peut en avoir un ou plusieurs. Voilà, mais généralement, il y a plusieurs objets, surtout dans les systèmes industriels. Dans les systèmes industriels, bon, fatalement, on peut euh, euh, par exemple, si je prends un calorimètre, le calorimètre est le système. Le système est le calorimètre.
Voilà. Si je prends tout un système de tuyauterie, ben, la tuyauterie est le système. Si je prends le système de compresseur, le compresseur est le système. C'est celui qui va observer et faire l'étude d'un système qui va définir ce qu'est son système. Voilà, c'est pour ça que le système, c'est un mot qui est un petit peu un mot passe-partout. Il passe un peu partout parce que qu'est-ce qu'on va étudier? Qu'est-ce qu'on va étudier? Ce qui va faire l'objet de l'étude est le système. Est-ce que c'est la charge? Est-ce que c'est en mécanique des fluides, est-ce que c'est la charge? Hein? Parce que, même en thermodynamique, est-ce que c'est la charge? On va étudier quoi? Allez, en thermodynamique, on va étudier quoi? Le compresseur? On va étudier quoi? Un condenseur? Un échangeur? On va étudier quoi? Des turbines? Voilà, ben voilà. Donc, qu'est-ce qui est le système? Ben, le système, c'est défini par la personne qui va définir, qui va étudier, je veux dire, ce dont il a pris parti pour son observation, en fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, ici, moi, j'ai dit que je vais voir le coefficient de dilatation. Hein, coefficient de dilatation. Donc, quand on chauffe un objet, bon, il finit par augmenter. Et si on le refroidit, il finit par diminuer. Voilà. Donc, le coefficient de dilatation mesure, vous l'aurez compris, l'augmentation relative de volume d'un système lorsque on ne fait varier qu'un seul paramètre en général, soit la pression ou la température. Mais attention, également la concentration. Également la concentration. Concentration qui est un paramètre thermodynamique, il ne faut pas l'oublier. Et je dirais même plus, c'est un paramètre thermochimique, parce qu'en fait, la concentration fait partie plus de, je veux dire, de la thermochimie, l'étude des phénomènes de chaleur au niveau des réactions chimiques. Et donc, il y a une branche de la science qui s'appelle la thermochimie. Donc, la thermodynamique peut encore se scinder. Hein, peut encore se scinder. Elle se scinde d'ailleurs. Elle se scinde en plusieurs. La thermodynamique est une branche de la physique. Hein. La branche de la physique regroupe le monde des thermodynamiques qui, lui, regroupe pas mal de domaines. Donc, le domaine du froid, du chaud, de la thermochimie, etc. Des moteurs, l'étude des compresseurs, l'étude comment on appelle, des turbines, etc. Tout ça, on peut étudier ça en thermodynamique, les turbines. Voilà. Donc ici, la concentration est aussi un paramètre thermodynamique comme la pression, la température et le volume. Voilà. Donc ici, quand on chauffe quelque chose, on a une augmentation du volume en fonction. Ah, si je fais varier par exemple soit la température ou soit la pression, donc je fais varier qu'un seul paramètre, hein, ou la concentration, on peut voir qu'il y a une augmentation relative de volume. Alors, on peut définir en thermodynamique, ils définissent le coefficient de dilatation, par exemple, isobar, c'est-à-dire à volume constant, c'est-à-dire celui qui donne une augmentation relative de volume en fonction de la température lorsque la pression reste constante. Oui, c'est la pression constante. Isobar, le mot bar, quand vous entendez bar, c'est la pression constante. C'est isocore qui a un volume constant, je m'excuse. Hein. Ouais. C'est le coefficient de dilatation isobar, c'est à pression constante. Donc, il donne l'augmentation relative de volume en fonction de la température lorsque la pression est constante. En d'autres termes, rappelez-vous que quand j'avais vu le CV, qui était la capacité thermique massique, il y en avait deux, un à volume constant et une à pression constante, elle donnait ceci. Donc c'était l'inverse de la masse fois euh, la variation partielle de l'unité interne par rapport à la température en maintenant le volume constant. Et bien ici on peut définir ici aussi le coefficient de dilatation à, à volume constant par une dérivée partielle, hein, je veux dire donc dV sur dt où la pression est égale à une constante. Voilà. Ici ce serait plutôt, on va dire, si on veut faire une comparaison à pression constante, on aurait mis le Cp. Hein. Si on veut faire une belle comparaison à pression constante, je vais mettre le Cp. Là, delta H, c'est l'enthalpie. Enthalpie, hein. Enthalpie libre, massique. Voilà, donc ici, on a le Cp, qui est la chaleur spécifique, ou la chaleur massique, ou la capacité thermique massique, hein, plusieurs mots, on peut l'appeler de plusieurs mots, et le alpha est là, coefficient de dilatation, isobar.
Ici, il est à pression constante, là, il est à pression constante. Donc, on étudie la variation de volume hein, en fonction de la température à pression constante. Donc, voilà, on a l'effet de la température par rapport au volume, avec une qui est variable et voilà, l'autre qui est maintenue constante. Bon, vous aurez compris que si on définit le coefficient de dilatation, je veux dire isobar, on peut le définir aussi en fonction de la concentration. Hein. Mais au niveau de la concentration, il suffit de mettre ici la pression est toujours constante, mais c'est en fonction de la concentration, non plus en fonction de la température. C'est étant la concentration massique. Donc la concentration concentration, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration d'un soluté dans une solution. Et donc ça c'est plutôt en thermochimie hein, qu'on a ceci, thermochimie. Voilà. Donc j'ai donné différents cas de figure. Hein. Bon, je peux reprendre un autre qui n'a rien à voir avec les sciences. C'est par exemple l'altitude des points d'une route. Donc si j'étudie la fonction, l'altitude des points d'une route par rapport à sa projection de la distance sur un plan horizontal. Voilà. Si je fais la dérivée de la projection de la distance, non, si je fais la dérivée de l'altitude des points d'une route par rapport à la projection de la distance sur un plan horizontal, on a le pourcentage local du profil de la route. Le pourcentage local du profil de la route. Voilà. Pour vous dire que j'ai pris un exemple qui n'a rien à voir avec les sciences, enfin rien à voir avec les sciences, parce que si ce sont des sciences, comme je l'ai dit, j'ai défini les sciences qui donnaient plusieurs embranchements qui n'étaient pas forcément l'embranchement de la physique, parce qu'on peut avoir les sciences humaines, les sciences appliquées, les sciences, voilà, les sciences naturelles, les sciences, voilà. J'ai défini au départ ce qui était une science, avec tous les embranchements possibles et imaginables que ça peut donner, et donc, et d'en étudier, et de dire ainsi que l'utilisation de la dérivée dans ces différentes branches est possible et multiple dans ces différentes branches. Donc, j'ai pris différents cas de figure. J'ai pris un exemple de thermodynamique, un exemple d'engraissement de vache qui était, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le domaine de l'élevage agricole. J'ai pris un exemple sur les routes, l'altitude des points d'une route. J'ai pris les tailles d'une population. Voilà, j'ai pris le temps, un exemple économique, un exemple de taille de population, un exemple de mathématiques avec une distribution d'effectifs cumulés. Et je peux prendre pas mal d'exemples encore dans différents domaines et d'ainsi incorporer, je veux dire, enfin plutôt d'en extraire des variables qui sont des fonctions d'une autre variable dans chacune des branches et d'en extraire le taux de variation instantanée qui est tout bonnement la dérivée. Voilà. Donc, en d'autres termes, la dérivée est utilisable, appliquée dans tous les domaines scientifiques. C'est ça que je veux dire. Et j'ai pris quelques exemples pour vous expliquer ça. Le but de cette vidéo, c'était ça. C'était juste ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Enfin, plus rien, il y a toujours à dire là-dessus, mais bon, enfin bref, il faut bien que je m'arrête à un moment donné, parce que sinon on peut faire des vidéos de 5 heures, 10 heures, 20 heures, et ça ne m'intéresse pas. Donc ici, je m'excuse pour la petite erreur ici, hein, c'est que I est égal à dQ sur dt, hein, qui est la capacité de charge électrique, et non pas l'énergie de chaleur, parce que l'énergie de chaleur, c'est R carré T. Voilà, je vous remercie beaucoup.